Nous allons parler des inondations, c'est-à-dire en lien avec la planification de nos villes. Et d'ores et déjà, je vais poser une certaine question. Allez-y, Je monsieur vais Wanda. commencer par qu'est-ce qui en est la cause quand on parle d'inondation et aménagement ou bien planification de nos villes. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. D'abord, il y a les causes naturelles. Nous pouvons parler des pluviométries en lien avec les changements climatiques. Depuis quelques décennies, les pluies torrentielles varient. Et nous constatons chaque année que les quantités de pluie reçues ne connaissent qu'une croissance. Ce qui fait que les prévisions sont difficiles à faire. Plus on prend des mesures et chaque année, vous voyez que les inondations continuent. C'est comme si les efforts qui sont faits ne sont pas faits, mais en réalité, les efforts sont faits. Au-delà des paramètres naturels, il y a aussi des paramètres humains qui entrent en jeu. Okay. Nous pouvons parler, dans le cas du Grand Lomé, d'abord d'incivisme des populations. Okay. C'est-à-dire, malgré les efforts qui sont faits, vous allez voir que les populations n'entretiennent pas ce qui est fait. D'abord, au niveau des bassins de rétention, vous allez voir que les bassins de trucs là sont chaque fois remplis de déchets, de matelas, des sachets qui pullulent dans les retenues d'eau et qui bouchent en réalité les canaux de canalisation et tout ça là. Au-delà de ça aussi, nous pouvons aussi parler du facteur urbain. L'urbanisation qui est faite de façon anarchique, les occupations des zones inondables, des bas-fonds, qui font qu'à chaque fois, les gens se retrouvent carrément dans l'eau. Et cela est lié en réalité à un facteur, je peux dire, colonial. Parce que vous allez voir qu'au Togo, le système foncier est libéralisé. C'est-à-dire, la terre appartient au premier occupant. Et ça, c'est depuis... Donc, chaque citoyen, propriétaire ou non, se lève, vend les terrains, on fait des lotissements, on ne tient pas compte des réserves, on ne tient pas compte des politiques d'aménagement du territoire. Ce qui fait que là où, par exemple, on devait construire des bassins de rétention, vous allez voir que les gens y sont. Et chaque fois qu'il y a des pluies, ils se retrouvent carrément dans l'eau. Donc il y a ces facteurs-là qui entrent en jeu en ce qui concerne l'inondation du Grand Lomé. Avant la seconde question, oui, on a tous des questions ici, rassurez-vous. Vous êtes inondés de questions. C'est comme la pluie là de ces derniers jours. Par rapport, vous avez dit les matelas dans les oui, les déchets de toute nature. Là, surtout le matelas, j'ai un gros. Pourquoi les gens font ça, selon vous? Désolé pour la question. Bon, je l'avais déjà dit, en fait, c'est l'incivisme. En fait, il y a un système déjà à Lomé de gestion des déchets, de la pré-collecte à la collecte au système de dépôt. Donc, la mairie aussi est impliquée. Il y a des sociétés privées qui sont aussi impliquées. Mais des fois, nous pouvons dire, des gens, je peux dire, à défaut de moyens de s'abonner à cette outil, puisque des fois, on dit, bon, par ménage, vous allez payer ceci. Les gens ne veulent pas s'abonner. Les gens se livrent à ces jeux-là. Au moins, les gens dorment la nuit. Eux se lèvent, ils prennent les déchets là, ils jettent dans les endroits publics. Ce qui fait que chacun se dit, bon, moi, je fais ça, ça n'a pas d'incidence. Mais lorsque je le fais, madame le fait, tout le monde le fait, vous imaginez, vous voyez déjà l'ampleur. Vous-même, vous voyez déjà, lorsque vous voyez aux alentours des retenues d'eau là, vous allez voir que lorsque ça déborde, après lorsque l'eau retire, vous allez voir que c'est rien que des déchets autour. Oui. Ou bien au-dessus de tout ça, vous allez voir que c'est des bidons, du n'importe quoi qui se retrouvent. Donc, à quelque part, les responsabilités sont partagées. Au niveau des citoyens, nous-mêmes, nous jouons par notre rôle. Ce qui est fait, le minimum d'efforts qui est fait, nous devons normalement entretenir. Maintenant aussi, au niveau de l'État aussi, il y a des efforts qui sont faits, mais qu'on doit en réalité faire. Au niveau des outils de planification, par exemple, il faudrait quand même, au-delà de mettre en place, il faudrait quand même, au niveau de l'application, faire un sérieux suivi. Par exemple, vous allez voir qu'au niveau du Lomé, par exemple, on a des outils d'aménagement du territoire.
que ce soit au niveau des schémas directeurs d'aménagement urbain, que ce soit au niveau des schémas d'assainissement, nous en avons. Mais est-ce que la population est consciente de cela? Lorsque nous allons acheter, nous n'allons pas à la mairie pour demander est-ce que là où j'achète, est-ce que c'est propice? N'est-ce pas une réserve? Mais lorsque chacun se lève parce que nous avons les moyens ou bien nous voulons habiter forcément notre maison, nous levons, nous achetons des terrains, nous faisons pas des enquêtes autour, mais finalement on voit des fois que c'est des réserves administratives, c'est des zones non habitables. Vous allez voir que dans le communiqué du 6 juin, je crois, passé, exactement, je voulais en parler. Le gouvernement a sorti un communiqué sur le permis de construire. C'est quoi le permis de construire? En fait, le permis de construire, c'est un document administratif qui permet de voir en réalité la conformité entre votre projet de construction et les projets urbains. Là où vous voulez, par exemple, acheter votre terrain, est-ce que c'est une zone constructible ou non? Là où vous voulez construire, quel type de construction il faut construire là? Il y a des zones, par exemple, à Lomé, où normalement, on ne doit pas faire R+2. Il y a des zones à Lomé où on ne doit que se limiter uniquement au ré. Mais les gens continuent en hauteur. Juste un exemple banal. Ou une pièce même. Une pièce, voilà. Juste un exemple banal, d'accord? Vous allez voir que, parce que les gens ne connaissent pas les outils de planification, il faut qu'on en parle. Oui, exactement. Lorsque vous voyez par exemple quelqu'un construire à côté, Ré plus 4, 5, il continue en hauteur. L'autre à côté, lui, il est dans 2 pièces. Vous voyez que déjà il y a des équilibres. Il y a des équilibres. Vous voyez que déjà l'impact de celui qui est en haut là, empiète en même temps sur l'autre. D'abord sur sa sécurité, d'abord sur lui-même son bien-être social et humain. Donc, vous allez voir que dans les pays développés, il y a beaucoup d'exigences. Il y a la douche de l'autre qui est là, Voilà. et l'autre est en haut là. Il y a beaucoup d'exigences. D'accord? Dans des zones données, par exemple, on vous dit que, par exemple, ici, vous savez que dans l'îlot, bien sûr, je ne sais pas, juste je dis une bêtise, sur un acteur donné, vous tous vous êtes obligés de faire ré. Et là-bas, la peinture doit être jaune. Ça, c'est des exigences urbaines. Okay. Quand vous allez à la caisse, oui, voilà, à la cité, vous allez au niveau de la cité port. Il y a que tout est construit d'une façon uniforme. Ce qui permet quand même d'éviter à long terme des problèmes urbains. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qu'on a semé hier, aujourd'hui, nous le récoltons. Quelqu'un construit sa maison, l'autre vient construire et puis l'eau bloque. Voilà. Ce qui fait que les quartiers sont inondés. Au-delà de ce que nous pouvons parler de. Il est vrai, aujourd'hui, les prix tendanciels, il y en a de trop. Hein, dans la sous-région. Ce n'est pas forcément un problème togolais. Nous avons aussi vu l'autre fois au niveau de Dubaï. Des prix torrentiels qui ont tout dévasté, tout ça là. Moi, j'ai une amie au Cameroun qui me parlait la dernière fois de comment la pluie a secoué aussi au Cameroun. Donc, je pense que c'est toute l'Afrique qui en est victime. Mais ce que je ne comprends pas exactement, c'est comment est-ce que les constructions de ce genre de constructions amènent les populations à être plus vulnérables à l'inondation? Parce que celui qui a construit peut-être R+2, R+3, comment est-ce qu'il agit sur le facteur inondation sur ses prochains? Ok, d'accord. Par exemple, lorsque vous construisez votre maison, il y a des gens qui ont construit des R+4, ils n'ont pas de permis de construire. Les gens qui ont construit comme ça, ils n'ont pas pris d'architecte. Là, je suis un entrepreneur, puis on construit. Les canalisations d'eau, ça va où? Okay. Lorsque vous cimentez, vous payez 4 lots collés, vous construisez, puis vous cimentez toute la maison. Les eaux de la cour, ça va où? Au fait, ce sont des questions auxquelles on ne pense pas. Oui, c'est vrai. C'est quand vous voyez, les gens font des égouts, ils sortent de tuyaux là. Lorsqu'ils font les trucs, ils construisent des cuisines, tout ça là, ils font quand même l'effort de trouver des moyens. Mais l'eau de pluie, on ne pense pas. On fait déjà des tuyaux, ça sort et puis ça va sur la voie. Ça continue. Ok, je vois. Parce qu'il est vrai que nos voies ne sont pas entièrement bitumées. Mais quand même, à notre niveau, à chacun à son niveau, tu vas jouer son rôle. En fait, ne soyons pas là, tu vas dire d'état l'état. C'est vrai. D'ailleurs, même des fois, moi, je me pose la question. Lorsque j'étais au collège déjà, on m'a inculqué une notion d'état que j'utilise jusqu'alors. Okay. Partagez-la avec nous. C'est quoi l'état? C'est quoi l'état? C'est nous tous. C'est nous tous. L'état, c'est moi, c'est vous, c'est l'autre et c'est X. Donc, c'est nous tous notre contribution qui permettra à ce que le pays puisse avancer. C'est cela l'état. L'état, il n'y a pas... L'État, c'est vrai, il y a un gouvernement, des unions qui sont devant nous, mais c'est nous l'État. Nous pouvons faire des propositions, nous pouvons accompagner l'État. C'est cela.
Monsieur Ronda a toujours une question. Semefa, je pense que Semefa avait dit qu'elle avait une question. Je la laisse aller. Semefa, c'est bon pour toi? Ouais, bon. La question que je voulais poser, c'est concernant ceux qui ont déjà construit et qui n'ont pas eu de permis de construire. D'accord? Ouais. Disons qu'il y a déjà une faute de c'est déjà fait. Maintenant, est-ce que la première question, c'est savoir, est-ce que eux, maintenant, vous allez encore retourner vers eux pour question de permis de construire pour qu'ils payent ou bien c'est déjà passé? Et ça, c'est la première des questions. C'est une bonne question. J'ai le droit de poser cette question-là. Et maintenant, la deuxième question, c'est de savoir quelles sont les méthodes que vous mettez en place maintenant pour que ces personnes qui sont dans les zones sinistrées ou plutôt dans les réserves puissent ne plus être vraiment sous l'eau. Parce que la dernière fois, il y en a, l'eau qui est arrivée jusque-là. Oui. Oui. Et donc, quelles sont les mesures prises en fonction de ça? Ok, d'accord. Par rapport au permis de construire, je pense qu'il faut que chacun à son niveau essaie de régulariser sa situation. Aller vers les autorités compétentes pour voir si vraiment là où je construis là, est-ce que c'est vraiment ça tient. Moi, je me dis même qu'à un moment donné, les villes, surtout les grandes villes, soient cassées et à reconstruire, même si la méthode est forte. On rappelle que c'est juste le docteur qui est là. Hein. Ouais, c'est important. C'est un simple citoyen. Ouais, je donne mon avis. Et il donne son avis. Je donne mon avis. Il est important de le rappeler. Ouais, je donne parce que à l'étape actuelle, chaque année que Dieu fera, ou bien chaque année qu'on sera là, les inondations toujours vont continuer. Donc, lorsqu'on ne prend pas des mesures fortes, je pense qu'on risque de se retrouver dans le même schéma. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les bassins de rétention, normalement, comment il faut gérer ça? Il faut normalement d'abord passer à un système d'élargissement de ces bassins-là. Mais malheureusement, les alentours déjà sont occupés. Mais à Lomé, déjà, vous allez voir que la nappe phréatique n'est pas... D'autres disent non, il faut creuser en profondeur. Mais il faut rappeler que la nappe phréatique n'est pas à une profondeur très, très élevée. Déjà, à Lomé, par exemple, lorsque vous creusez un puits déjà à 3 mètres, vous avez déjà l'eau, je pense. 5 mètres, vous avez déjà l'eau. Donc, plus on creuse en profondeur, plus l'eau va jaillir du sous-sol, plus l'eau. Donc, vous voyez déjà que ça pose déjà un autre problème. Donc, ce qui fait qu'il y a ces aspects techniques, des fois, qu'on ne maîtrise pas et qu'on porte des jugements. Il est vrai qu'au niveau aussi de ces bassins de rétention, là, il faut quand même faire des entretiens, des curages réguliers qui permettent quand même de retenir une certaine quantité d'eau donnée. Maintenant, par rapport à ceux qui occupent les réserves, c'est ça? Et tout ça, là, je pense qu'il faut négocier, il faut toujours discuter. Là où on est maintenant, il faut toujours discuter, il faut négocier, il faut trouver toujours des points d'attente. Mais vous voyez que vous êtes déjà dans l'eau. Chaque fois que l'eau est là, vous êtes comment on peut faire pour trouver une solution ensemble? On peut associer des géographes, des sociologues, des anthropologues, des chefs quartiers, des chercheurs, tout le monde, les ministères. C'est que déjà, quand même, il y a une plateforme qui fait truc, mais je pense qu'on peut améliorer. Et cela va nous permettre d'aller au-delà de ces problèmes-là. Nous parlons aujourd'hui des retenues d'eau. Non, vas-y, c'est mes femmes, vas-y. Excusez. Il n'y a pas de problème, vas-y. Parce que ce qu'on constate, c'est que quand il pleut, on puise l'eau d'un retenue d'eau pour venir verser dans un autre retenue d'eau. Ça, nous, on ne comprend pas. La population ne comprend pas si le retenue d'eau est fait pour que notre quartier soit sécurisé lors de la pluie. Vous ramenez l'eau dans notre quartier, vous venez verser dans le retenue d'eau dans notre quartier. Est-ce que ce n'est pas, faire un truc et dire autre chose? Bon, en fait, lorsqu'on canalise, par exemple, je prends le circuit de choses, à Dito Gomela. Lorsqu'on canalise, c'est pas forcément pour venir déverser dans un autre puis s'arrêter là. C'est un système continu qui va jusqu'à dans la lagune ou bien jusqu'au niveau de la mer. Donc, ce n'est pas un système qui s'arrête, mais c'est un système qui permet d'évacuer d'un point A à un point B et jusqu'à un point C, qui est le point de dépôt. D'accord. Bah, je pense que là, c'est clair. C'est clair. Quand même. Et puis, il y a le ministère de la Protection civile. L'ANPC. L'ANPC. Oui, l'ANPC. Oui, qui joue un rôle important en termes de prévention de risques. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un numéro vert qui permet à chaque citoyen quand même... C'est le numéro que je cherchais, je ne l'ai pas retrouvé.
Le 111, 117, je sais plus. Qui permet quand même à chaque citoyen d'interpeller lorsqu'il y a des risques et tout ça là, en matière de gestion. Il y a aussi également l'ANAMET, le service de météo que nous allons saluer ici, qui fait un effort considérable. Bien sûr. Et à chaque heure, il dit, bon, à telle heure, bon, il y a de cela 4 ans, 5 ans, les gens ne croyaient pas à ce que l'ANAMET faisait. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, effectivement, que nous devons saluer ici. Alors, tel que Simfala a dit tout de suite, en fait, je pense que les systèmes de retenue d'eau sont essentiels. Et quand on parle d'inondation, c'est la gestion de l'eau qui est très importante à faire. Souvent, j'entends dire que l'eau, il ne pleut pas assez dans les fermes, au village et tout ça là, mais à Lomé, il pleut beaucoup. Comment est-ce que nous pourrons, ou bien comment est-ce que le gouvernement, ou bien l'État peut gérer ce système-là pour pouvoir exporter l'eau, le surplus d'eau qui est à Lomé vers peut-être les contrées lointaines? Bon, en fait, ça fait partie des politiques d'aménagement et qui interpellent beaucoup de ministères et qui demandent aussi beaucoup de moyens. C'est vrai que chaque fois, nous disons, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre l'eau là au-delà d'Atakpamé vers le nord pour que les populations qui sont désœuvrées en période sèche puissent en servir pour des cultures de contre-saison? C'est vrai, mais cela aussi, ça fait partie des politiques de l'État. Mais ça demande aussi beaucoup de moyens. Vous imaginez lorsque, par exemple, il faut prendre de l'eau, je ne sais pas, au niveau de Todman, cassé jusqu'à au-delà de Tchivier, vous imaginez tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut causer comme dégâts avant d'aller. Donc nous serons les premiers quand même à créer que non, on est là. C'est comme au niveau du 4e lac, au niveau d'Akoresewa. Lorsqu'il fallait élargir tout ce que ça a donné comme conséquence, il faut d'abord avoir les moyens quand même d'exproprier ces gens-là, de les payer, de les indemniser et ensuite d'aller au-delà. Mais nous serons quand même les premiers à créer, soyez-en sûrs. Je parlais du numéro vert mis à disposition par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est donc le 170 170. Donc voilà, si vous êtes dans une situation d'inondation quelque part, appelez le numéro vert et forcément, voilà, on viendra à votre secours. C'est ce que je pourrais ajouter rapidement à tout ce que le docteur nous dit ici. Ok, d'accord. Il y a plusieurs zones inondables, comme on le dit, et ce thème est donc très important afin que nous puissions comprendre et savoir aussi que nous avons un rôle à jouer en tant que citoyens. Oui, de notre petit niveau ou grand niveau. Ces petits gestes que nous posons peuvent après causer de grands dégâts et tout ça. Donc, il est très important de faire attention à tout ce que nous faisons. C'est une dernière question pour vous, docteur. C'est parti. Je veux parler... Vous avez parlé du civisme en commençant votre introduction. Dans nos quartiers aujourd'hui, on voit qu'il y a, à part les retenues d'eau que nous avons, dans les quartiers où il n'y a pas trop de retenues d'eau, il y a des ponts d'eau, en fait, on va dire des flaques d'eau qui sont créées. Qu'est-ce que dans ces quartiers-là, on peut faire en tant que population pour que l'eau soit pas stagnée au fait, à un niveau donné? Parce qu'il y a des gens, quand c'est comme ça, ils viennent mettre la caillasse et puis ça fait un pont. Donc ça se répète au fait jusqu'à ce que ça n'envahisse vraiment le quartier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, peut-être que pour faire rigoler un peu, le 1er juin, on est peut-être... disons vite ici, on était combien à aller planter des arbres? Bon, ça c'est une question de parenthèse pour le sourire, de faire sourire un peu. Maintenant, les premiers samedis du mois, c'est ça, non? Oui. Il y a un truc de civisme. On est combien sortis? Mais ce n'est pas le travail des chefs quartiers, par exemple, de pouvoir mobiliser la population de la mairie et tout ça là? Oui, d'accord, hein, mais normalement, ça doit être, je sais pas... Oui, ça doit être de soi. Patriotique. Ouais, mais moi, je pense un aussi truc que naturel, en fait. Si il faudrait qu'on passe vraiment l'information. Il faut qu'on sensibilise, au fait. Parce que la sensibilisation, s'il n'est pas effective, je crois que la population ne sera pas consciente du travail qu'elle est censée faire en tant que membre de l'État. Vous savez, c'est vrai, il faut faire quand même un travail de sensibilisation. Mais lorsque, par exemple, devant ma maison, il y a de l'eau, je dis non, il faut que c'est l'État. Je suis là sur les médias, WhatsApp, je suis dans l'eau, je fais des vidéos et tout ça là. Qu'est-ce que mon voisin et moi nous pensons de cela? Qu'est-ce que mon voisin et moi nous pensons de cela? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes des pays en voie de développement. Ça, il faut être clair là-dessus. Nous n'avons pas des moyens comme les pays développés où partout tout est aménagé. Mais je pense que ça viendra. Mais pour l'instant, que chacun joue son rôle. Que ce soit au niveau de l'État. Aujourd'hui, nous avons la chance. Nous avons des collectivités territoriales qui sont proches de nous.
Nous aurons bientôt également les conseils régionaux avec le gouverneur. Tout ça, ce sont des acteurs qui permettent quand même au niveau de l'État de concentrer un peu les pouvoirs pour que tout ne soit pas au niveau du sommet, pour que le citoyen puisse aller aussi apporter ses idées. Lorsqu'un citoyen va quitter, je ne sais pas, au-delà des Agbolové, pour venir à Lomé, voir le ministère pour dire chez moi, il y a tel problème, alors qu'il y a la commune à côté. Donc, vous voyez que c'est plusieurs acteurs impliqués qui vont permettre à ce qu'on puisse arriver un peu, pas quand même résoudre, mais peut-être atténuer ces problèmes-là. Docteur, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications riches d'ailleurs. Hein. Et je dirais même que c'est un moment de sensibilisation. On a passé ici ce matin pour réveiller les consciences qui somnolent. Parce que voilà, ça ne dort pas, ça somnole un peu. Voilà, réveillons-nous et essayons de poser des grands gestes, de grands actes pour notre pays. C'est très important. Et toutes ces personnes qui sont inondées, comme on le dit très souvent ici sur Nectar, nous sommes de cœur avec vous. Parce qu'il y en a qui vivent des situations pas possibles. Hein. Ouais, franchement, donc nous sommes de cœur avec vous. On espère que cette situation va passer aussi rapidement. Et quand on sait aussi que le gouvernement ne dort pas, on a vu, il y a eu des réunions qui se font et tout. Donc forcément, les choses vont avancer positivement. C'est tout ce que nous espérons pour vous tous ici. Wanda, merci. Je vous en prie. Pour ce grand invité que vous nous avez amené. Docteur, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.